Bien, on peut y aller. Donc voilà, alors je vais vous parler d'un domaine de l'optique. Vous avez entendu parler de beaucoup de domaines de l'optique et vous n'allez pas arrêter d'entendre parler de domaines de l'optique auxquels vous n'aurez sans doute pas pensé avant. Un qui n'apparaît pas de manière immédiate, c'est celui de l'apparence des objets, l'apparence des objets de la nature, des objets manufacturés, de tout type d'objets. Alors pourquoi c'est un sujet qui fait partie des domaines de l'optique? Simplement que c'est la lumière qui véhicule le signal qui va être vu puis analysé par le système visuel humain. Et à partir du moment où il y a de la lumière, il y a de l'optique. Voilà. Donc un sujet auquel on ne pense pas souvent puisqu'il a été, disons, traité presque depuis que l'humanité existe, en tout cas depuis qu'elle est capable de produire des objets. Depuis ce temps-là, l'homme attache une importance à l'apparence des objets, a compris énormément de choses, même avant que la lumière soit devenue un sujet d'étude scientifique. Donc finalement, la préoccupation de l'apparence a précédé de loin l'optique elle-même. Je vais vous en donner un ou deux exemples. Par contre, aujourd'hui, on est à une période où tout ce qui se faisait à l'œil nu et avec l'héritage, le savoir-faire, l'apprentissage artisanal ou artistique est en train de basculer dans le monde industriel et dans le monde scientifique. Donc là, on est vraiment dans une décennie charnière où tout ce qui se faisait à la main, à l'œil, se fait maintenant avec des instruments et des modèles scientifiques. Donc c'est pour ça que c'est un domaine qui attire l'attention de la communauté optique aujourd'hui et qui sera certainement un sujet de stage, d'emploi, de thèse pour certains d'entre vous d'ici que vous soyez diplômés. Voilà. Alors, comme je disais, produire du beau, produire des beaux objets ou des belles apparences pour les personnes, c'est un sujet aussi ancien que l'art. Et quand on regarde, par exemple, les œuvres d'art des Égyptiens, mais même avant des Sumériens, on est frappé du travail de la matière, mais pas n'importe quelle matière, c'est les matières qui donnent des apparences particulières. On n'utilise pas de l'or comme on utilise de l'argile. C'est pour donner des couleurs, mais aussi des brillants, des textures particulières, et qui sont reliées ensuite à une idée culturelle de ce qui est beau à cette époque. Alors on retrouve ça bien sûr pour toutes les œuvres d'art, mais aussi d'objets plus courants comme la vaisselle, l'art de la table. Ici j'ai mis un exemple avec de la verrerie de Baccarat. Dans le cristal, vous savez que le cristal c'est du verre dans lequel on met du plomb. Pourquoi on met du plomb ? Pas seulement pour les propriétés mécaniques qui font que quand on met son doigt sur le bord du verre, ça fait un joli son. C'est d'abord parce qu'on s'est aperçu que le plomb absorbe la lumière verte, alors que naturellement, la silice contient de l'oxyde de fer qui, elle, absorbe la lumière rouge. Alors, le verre naturel, vous l'avez tous vu sur la tranche des tables, il a une coloration verte, qui est jugée pas très esthétique. On met un petit peu de plomb à l'intérieur qui absorbe ce surcroît de lumière verte, ça rééquilibre le spectre, donc du coup, ça donne une couleur grise. Mais en fait, nous, on a l'impression que c'est très transparent. Donc la belle transparence du cristal, elle est en fait du fait qu'on absorbe la lumière, mais de la même façon sur toutes les longueurs d'onde. Donc on a une apparence achromatique. Ça, on savait très bien faire au XVIe, XVIIe siècle. On n'a pas attendu d'avoir les travaux de Newton sur la décomposition spectrale de la lumière pour savoir qu'il faut mettre du plomb dans le verre pour que l'apparence soit plus jolie. Je dirais un petit mot sur le verre qui a cette couleur rouge rosée à côté, puisque c'est un verre dans lequel on met des sels d'or. Mais là, il y a des petits mystères qu'on regardera tout à l'heure. Alors, ça, c'est pour des objets, on va dire, un peu précieux. Tout le design d'aujourd'hui, et Dieu sait si le succès de certaines technologies est lié à l'apparence, au design, et c'est le cas pour les
les téléphones mobiles, les PC, et le succès d'Apple est dû non seulement à la qualité des produits, mais aussi à l'esthétique qu'on leur a donnée. Donc, le succès d'un produit commercial est lié à son apparence. Et ça, maintenant, on en doutait peut-être encore il y a 20 ans, aujourd'hui, tout le monde en est absolument convaincu. Et dans un marché qui est mondialisé, ultra concurrentiel, sera le plus fort celui qui fera le plus beau. Alors là, maintenant, tout le monde est très, très, très intéressé pour mesurer l'apparence des produits. Sans parler, évidemment, vraiment les produits du luxe et l'apparence de la personne. Bon, là, il y a une photo de Chanel, par exemple. L'apparence de la peau est quelque chose qui préoccupe beaucoup la cosmétique. On allait, il y a 30 ans, chez les chimistes pour essayer d'avoir les meilleures formulations, les crèmes qui sont les plus onctueuses, les plus agréables à appliquer, trouver les pigments qui donneraient la meilleure couleur. Bon, l'ère de la chimie est assez mûre. Il y a maintenant l'ère de la protection de la santé et de l'environnement qui font que le nombre de composants est extrêmement limité. Donc, du point de vue chimique, il n'y a plus tellement de révolution à faire. Par contre, c'est du point de vue de l'optique. C'est que maintenant, avec les composés qu'on a, quelle taille de pigment, quelles particules on va utiliser, comment on va les optimiser pour avoir un produit qui soit transparent parce qu'on veut que ce soit naturel, pour, en tout cas le fond de teint qu'on applique sur la peau. Mais opaque parce qu'on veut aussi cacher les défauts. Donc on veut transparent et opaque en même temps. Et colorant, avec une couleur qui soit naturelle. Et qui, sans en avoir à en mettre 1 cm d'épaisseur, donc qui doit marcher avec 10 microns, et qui tienne toute la journée, etc., etc., etc. Eh bien, tout ce que je viens de vous dire, à part le fait que ça doit tenir toute la journée, tout le reste, ce ne sont que des fonctions optiques. Et c'est là où, en fait, en optique, on a pris énormément de retard, c'est qu'on a, disons, bien exploré ces 50 dernières années la théorie de la diffusion de la lumière, mais pas par des systèmes aussi complexes qu'un mélange de matières aqueuses, de matières grasses, de matières minérales qui font tout ça, un truc avec une épaisseur qui n'est pas constante, qu'on applique sur un produit, un substrat biologique et vivant comme la peau. Eh bien là, il y a un intérêt industriel immédiat et peut-être 30 ans de recherche à refaire pour répondre à la question. Donc, comment fait-on? Donc ça, voilà, ça fait partie des enjeux. Alors, je cite la peau. Dans les gens qui sont venus me voir avec des questions similaires, on peut traiter alors, les tissus, tout type de tissus, des bâches en plastique pour les chantiers jusqu'aux tissus riches en soie pour le packaging, les traitements des bois, le formica, les imprimés, etc., etc. On pourrait dire presque toute l'industrie est intéressée. Alors, je ne vais pas tout évoquer, parce que là, déjà, même en 2e et 3e année à Saint-Thé, dans tous les cours que je peux donner sur le sujet, on n'a pas le temps de tout traiter. Je vais faire un focus sur quelques corps de métier d'abord, en intro, et puis après, principalement sur 2. L'un qui va être, on va dire, un peu anecdotique, bien qu'important, mais anecdotique pour vous déboucher en emploi, c'est sur les œuvres d'art. Parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'en parler, des œuvres d'art. Et voilà, c'est sympa pour un séminaire d'ouverture. Et c'est parmi ce que je vais vous montrer, il y a des travaux d'anciens de l'école, donc voilà, ça fait plaisir. Et je vais vous parler ensuite de l'impression numérique, puisque ça aussi, c'est un sujet dont on n'entend pas beaucoup parler, en tout cas dans le monde scientifique. Il y a très peu de recherche, ou d'équipes de recherche dans le monde. Or, il y a plein de choses à inventer dans ce domaine. Donc voilà, ce sera les 2 thèmes que je vais aborder. Et puis pour toutes les premières années qui viendront à Saint-Étienne, enfin vous viendrez tous à Saint-Étienne, là j'aurai l'occasion de vous montrer d'autres choses, ainsi que plein de beaux échantillons imprimés que je n'ai pas pu apporter. Voilà, alors j'ai parlé du luxe et de la cosmétique. Pas mal d'élèves chaque année de l'école vont chez L'Oréal et Chanel notamment faire leur stage sur des sujets complètement optiques. Comment mesurer la couleur des cheveux? Les cheveux, ce n'est pas simple. Ce n'est pas une surface bien plane qui aurait une couleur, ça a plein de couleurs. Et les cheveux, ce sont des objets interférentiels. C'est des petites écailles, comme la nacre, et
font, alors on ne le voit pas ici sur cette photo, mais pour ceux qui ont les cheveux longs et bien lisses, on a le reflet principal, et puis en dessous on a un reflet coloré. Donc chez les Asiatiques, les Japonais notamment, le reflet est bleu, chez les blonds, le reflet est plutôt orange, donc c'est un reflet interférentiel. C'est super difficile à mesurer. Donc la mesure de la couleur telle que nous on l'aperçoit, ça c'est des enjeux qui font que les industriels font appel à vous pour essayer de mesurer ça. Dans les montres, on a des métaux, on a des saphirs, on a des matériaux phosphorescents, on a tout un tas de matériaux dont on voudrait contrôler la microstructure, celle qui va faire que la lumière va être réfléchie ou diffusée dans telle ou telle direction. Disons même toutes les propriétés optiques, celles qui vont donner la couleur, le brillant, l'éclat, etc. Voire essayer d'aller formuler les peintures, les mélanges de pigments qu'on va donner pour avoir précisément telle ou telle couleur. Et puis j'ai déjà parlé des fards et des fonds de teint. Alors dans l'automobile, autre grand domaine qui est très préoccupé par les questions de l'apparence. Alors c'est flagrant pour les lacs, hein, là j'en ai mis une qui est clairement iridescente. Alors ça aussi, c'est très difficile à mesurer. Il y a des jeunes sociétés qui se sont créées dans la dernière décennie justement pour mesurer ces peintures, contrôlées sur une chaîne de production qui n'a pas de défaut. Alors l'œil sait très bien le faire, mais l'œil ne sait pas donner enfin disons le cerveau, ne sait pas donner des valeurs chiffrées. Donc on aimerait avoir un espèce de œil plus cerveau automatique, sauf qu'en fait le fonctionnement du cerveau pour percevoir les couleurs iridescentes, on ne sait pas comment ça marche. Donc là encore, il y a des recherches là-dessus. Et puis, donc, on peut faire aussi des prises de photos et en analysant la couleur dans les photos, essayer de voir, de détecter tel ou tel défaut. Voilà, donc ça, c'est aussi toute une activité où on va dire qu'on est encore au balbutiement, mais il y a des besoins. Un autre besoin pour des voitures beaucoup plus standards. Hein, vous voyez quelqu'un qui a un instrument qui essaye de mesurer la couleur des lacs automobiles. Quand une voiture est accidentée, et qu'il faut refaire une portière, par exemple, il faut que l'apparence de la portière soit exactement la même que celle du reste de la voiture. Ça, c'est pas simple. Hein, donc, je ne sais pas si vous avez déjà une voiture, vous avez l'occasion de discuter avec votre garagiste, ne vous le branchez pas sur le sujet, il va vous en parler pendant 1h30. Des problèmes de contentieux avec les assurances parce qu'il a bien utilisé le bon instrument, tous les chiffres qu'il fallait bien, il l'a refait 3 fois et que ça ne convient toujours pas, notre œil il voit une différence. Voilà. Mais là encore, on a des problèmes métrologiques et c'est pas rien pour les constructeurs automobiles de trouver des lacs qui fassent des beaux effets mais qui soient reproductibles. Donc là, pareil, dans les 15 dernières années, il y a eu pas mal de thèses, de recherches sur comment la lumière est colorée par ces matériaux complexes et comment notre système visuel perçoit cette lumière réfléchie. Et de plus en plus, on a des questions sur l'intérieur où on voudrait que la voiture soit rouge le jour et verte la nuit en éclairant les sièges, le tableau de bord par l'intérieur, etc. Qu'est-ce qu'on met comme pigments qui font rouge le jour et vert la nuit? Ça, c'est des questions qu'on m'a posées également. Alors, juste pour info sur l'automobile, vous savez qu'il y a un master spécialisé qui a ouvert cette année à l'Institut d'optique. Et donc, il y a 2 semaines de formation sur la réflexion, enfin disons l'interaction de la lumière avec les matériaux et sur la perception des matériaux. Donc, sur les 6 semaines de formation, non plus que ça, sur les 3 mois de formation, il y a 2 semaines consacrées sur ces sujets, puisqu'en fait, dans l'automobile, disons l'univers de l'éclairage en automobile, on inclut aussi le fait que la voiture, elle est éclairée. Soit éclairée à l'intérieur, mais elle est aussi éclairée par la lumière du jour, et que l'apparence de l'automobile, c'est absolument crucial pour se démarquer des concurrents. Alors l'impression, ça je vais en parler un petit peu plus. Hein. Le domaine de l'impression sécurisée, ça couvre les billets de banque, tous les papiers d'identité, les timbres, on va dire tous les documents officiels. Et ça, c'est presque systématiquement contrefait. Donc quand on a un billet de banque, vous avez vu qu'on est déjà à la 2e génération des euros, des billets de banque.
disons la deuxième version arrive au fur et à mesure, c'est la durée de vie d'un billet aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, on estime que les faussaires savent presque parfaitement les contrefaire. Sauf quelques substances ultra secrètes où il faut vraiment avoir les très gros équipements de la Banque de France pour pouvoir les détecter. Donc un billet, si vous le brûlez, la Banque de France saura toujours si c'est un vrai ou un faux. Mais ça, on va dire que ça ne nous permet pas, à nous, de savoir si c'est un vrai ou un faux. Alors les faussaires vont très vite à reproduire des billets plus vrais que nature. Donc, pour les créateurs, les concepteurs des billets, il faut, disons, redoubler d'imagination pour avoir des effets visuels qui, nous, en tant que consommateurs, nous permettent de voir du premier coup si c'est un vrai ou un faux. Mais par contre, ils sont très difficiles à contrefaire. Donc quelque chose de très facile à voir, mais très difficile à refaire. Et là, eh bien, il y a un sacré besoin d'innovation, et ça ne peut se faire, des effets visuels comme ça, que par des méthodes optiques. Voilà. Donc là, il y a un besoin. On a déjà eu des thèses, des anciens de l'école qui ont fait leur thèse sur ces sujets-là. Je vais vous montrer un ou deux résultats. Voilà, puis tous les produits manufacturés, alors les textiles, les bois. Ici, vous voyez un bois qui est ciré en bas et qui est terne avant d'être ciré en haut. Appliquer une couche de cire, même incolore, ben, ça change la couleur. Et ça, c'est des choses qu'on aimerait pouvoir prédire. Avant, on a alors le pire, c'est le formica, parce que le formica, c'est de l'aggloméré sur lequel on met un imprimé. Ça, c'est imprimé. Vos tables aussi, on a l'impression que c'est une imitation bois, mais c'est imprimé. Donc, on imprime sur du papier, on colle. C'est très facile de savoir quelle est la couleur de l'image sur le papier imprimé. Mais une fois qu'on aura appliqué la résine dessus, là, les changements de couleur sont énormes. Et personne ne sait prédire exactement la couleur qu'on va obtenir. Donc là aussi, il y a des besoins. Et ça, c'est la théorie optique. C'est comment la lumière se colore de manière différente dans un papier enduit de résine ou pas enduit de résine. Voilà. Donc des fibres qui sont plongées dans de l'air ou des fibres qui sont plongées dans de la résine. Pas pareil, au niveau optique. Alors, l'apparence, dans ce qui transparaît, de ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est à la fois une question de physique, la lumière, la matière, et une question de perception. C'est-à-dire que même quand on parle de couleur, la couleur n'a aucun sens physique. Elle n'existe pas en physique. Ce qui existe, c'est la longueur d'onde, ou la distribution spectrale de la lumière. Mais, pour qu'il y ait couleur, il faut qu'il y ait un cerveau humain. Même les animaux n'ont pas le même mécanisme perceptuel que nous. Donc, parler de couleur pour une souris, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment un observateur humain. Donc, il faut une source lumineuse, un objet qui réfléchit la lumière, un observateur, et cet observateur, le mécanisme de perception, va analyser, disons, la réponse de nos cellules rétiniennes jusqu'à produire une sensation qu'il va interpréter en termes de couleur, brillant, etc. Et une fois qu'en chaque point de notre champ visuel, on a ces informations de brillant, de couleur, ensuite on se fait un avis. C'est là où la dimension culturelle apparaît. Voilà. Donc on a tout ce qui fait partie de la physique, et là je dirais que nous, ce qui nous intéresse, ou ce qu'on sait faire, notre cœur de métier, c'est tout ce qui concerne la lumière. Et puis ensuite, il y a la cognitique, les neurosciences, qui s'intéressent entre la rétine et tout ce qui se passe dans le cerveau, comment on arrive à produire telle ou telle sensation de couleur, de brillant. Et puis après ça, c'est là les dimensions, on va dire, sciences humaines et sociales, voire culturelles. C'est comment, à partir d'une couleur, on trouve que c'est beau, c'est émouvant, c'est moche, c'est froid, c'est ce qu'on veut. On se donne un avis. Voilà. Alors par exemple, les artistes, les designers, eux, on va dire, maîtrisent, ce serait beaucoup dire, mais en tout cas, ils appréhendent toute cette chaîne-là, de A à Z. C'est-à-dire qu'un designer, il va non seulement chercher à produire un objet qui va plaire, qui va véhiculer une certaine émotion,
Donc ça, c'est le bas de la chaîne. Mais il va aussi se préoccuper avec des ingénieurs de comment le réaliser, cet objet émouvant. Donc du coup, comment, quel matériau, quelle structure de la matière va donner telle apparence. Donc va réfléchir la lumière de telle ou telle manière. Les peintres, Léonard de Vinci par exemple, appréhendaient aussi toute cette chaîne-là. C'est dans une toile, bien sûr, il voulait véhiculer un message. Hein, donc c'est un artiste plein au sens où il va jusqu'à la production d'une émotion. Mais c'était aussi quelqu'un qui maîtrisait les pigments, la taille des pigments, qui aboutissait à une coloration optimum. Donc en ça, c'était aussi quelqu'un qui maniait des composants optiques comme les vernis et les pigments. Voilà, alors, on va dire que pour nous, opticiens, ce qui va nous occuper, c'est d'abord de comprendre les attributs de perception. Donc, essayer d'avoir des modèles mathématiques décrivant la couleur, le brillant. Hein, donc ça, on va dire que la couleur, on sait à peu près la décrire mathématiquement. Le brillant, c'est en cours. La texture, ça commence. La transparence, on n'y est pas. On va chercher à mesurer la lumière réfléchie, au moins à défaut de comprendre si ce qu'on va nous en interpréter, on peut au moins faire des mesures optiques, et ça, on sait bien faire. Essayer de comprendre comment la lumière est réfléchie par la matière, et si on veut un aspect un peu plus mat, ça, on sait à peu près comment structurer la matière pour avoir un aspect plus mat ou plus brillant. Et puis, une fois qu'on maîtrise tout ça, l'idée, c'est soit d'améliorer les procédés de fabrication, ou soit d'en inventer de nouveaux. Je vais illustrer ça avec un ou deux imprimés. Alors, tout petit topo sur de la lumière à l'apparence, on va parler principalement de couleurs, et ça, vous aurez l'occasion d'en entendre parler. Alors, l'œil, on va dire que il ressemble, enfin disons, l'appareil photo ressemble à l'œil, dans cet ordre-là, dans la mesure où il y a un objectif, hein, c'est la cornée et le cristallin qui permettent de faire la mise au point. Donc, on a une partie optique au sens vraiment tracé de rayon du terme, hein, optique instrumentale, et puis un photodétecteur au fond, qui est la rétine. Donc, jusque-là, ça marche à peu près comme un appareil photo. À partir du moment où la lumière a été captée par un photorécepteur, ça ne marche plus du tout comme un appareil photo. C'est-à-dire que l'appareil photo, une fois qu'il a reçu des photons, il émet un courant électrique, c'est ça qu'on enregistre. Alors que la rétine, elle reçoit un photon, elle émet un influx nerveux, et derrière, aussitôt derrière, dans une deuxième couche, il y a des cellules qui comparent la réponse des photorécepteurs voisins. Et si les photorécepteurs ont tous deux reçu de la lumière, ou tous deux pas reçu de lumière, donc en fait ils ont une réponse la même réponse, alors cette cellule ne dit rien. Alors que si une cellule a répondu, l'autre n'a pas répondu, alors cette cellule de la deuxième couche va envoyer un signal. Donc en fait, dans la rétine, on envoie des signaux que si on a une différence locale entre les réponses des photodétecteurs. Donc la rétine, ce n'est pas l'enregistrement d'une carte des rayons lumineux qui rentrent dans l'œil, mais des différences côte à côte de ces rayons qui rentrent dans l'œil. Alors ça fait une grosse différence, très grosse différence. Nous ne sommes pas un observateur disons, de rayons lumineux absolu, mais relatif, toujours, par comparaison, côte à côte. Alors de la rétine, ce processus de comparaison va aller jusqu'à l'arrière de la tête, hein, dans le cortex visuel, où le processus de comparaison et d'analyse va encore se continuer pour devenir de plus en plus général et arriver jusqu'à une interprétation globale de la scène. Alors, comme on a trois types de photorécepteurs, on a une vision des couleurs qu'on dit en 3D. En fait, 3 paramètres suffisent à décrire toutes les couleurs. Et on s'était aperçu de ça déjà au XVIIIe siècle.
C'est pour ça qu'on a commencé à faire des représentations en triangle avec 3 couleurs primaires, qui étaient rouge, jaune et bleu à l'époque, puis des représentations en 3D, les couleurs avec des boules, et puis aujourd'hui le système de la Commission internationale de l'éclairage, qui est basé sur on va dire des représentations de la réponse des 3 photorécepteurs, donc la réponse spectrale. Donc ça, c'est le système RGB de la CIE. Vous aurez l'occasion d'en entendre parler en colorimétrie. Alors, je vais passer les systèmes 2D. De quelle couleur vous la voyez, la voiture, là? Jaune. Alors, en fait, vous avez tous vu que c'est une photo qui a été filtrée. Il y a un filtre rouge. Hein, donc, mais ça ne vous empêche pas de voir quand même que la voiture est jaune. C'est une interprétation. C'est justement grâce au fait que, alors, le filtre ici, il est appliqué uniquement à la voiture. Donc, entre le rayon lumineux qui vient dans cette image et celle-là, au niveau de la voiture, c'est le même. Donc, vous avez ici, dans cette photo, de la lumière orange que vous êtes capable d'interpréter en jaune. C'est bien la preuve que nous n'avons pas un système absolu de mesure des couleurs. Ce n'est pas la distribution spectrale du rayon lumineux que vous voyez. C'est une interprétation dans un contexte global. Et en fait, c'est grâce à ce jeu de comparaison avec les voisins, de plus en plus éloignés, que, instantanément, notre cerveau dit « Ah, alors, je reçois de la lumière orange, etc., mais le vert de ce qui ressemble à de la végétation me paraît un peu brun. Le blanc de la maison qui devrait être blanche, en fait, elle me paraît rose. Ça fait beaucoup de rouge partout. Donc, le cerveau est capable de dire certainement qu'il y avait un filtre rouge. Et si je l'enlevais, je remonterais à une couleur blanche pour le mur, jaune pour la voiture. On fait ça instantanément. Alors, trouver un algorithme logiciel qui est capable de faire ça en temps réel sur toutes les images, aussi bien que le fait le cerveau, ce n'est pas facile. Sachant que ça, c'est un apprentissage qu'on fait. Ce n'est pas, instantané, ce n'est pas inné chez l'homme. Quand nous sommes nés, au moment de notre naissance, nous étions non-voyants. Et c'est dans les premiers jours, mois, années de notre vie qu'on a appris à voir de mieux en mieux. Et le système visuel que nous avons aujourd'hui, on l'a eu à peu près, disons, il s'est stabilisé à peu près à l'âge de 6 ans. Jusqu'à 6 ans, on continue à s'entraîner à voir. Donc c'est toutes les sciences de l'apprentissage informatique où on apprend à voir beaucoup d'objets et puis à chaque fois on donne la réponse. Alors, est-ce que c'est jaune? Oui, non. Alors au début, l'algorithme se trompe et puis à force de le corriger, il va devenir de plus en plus fort à dire la bonne réponse du premier coup. Hein, les réseaux de neurones, toutes les méthodes d'apprentissage savent de mieux en mieux faire ça aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on peut espérer qu'on fasse apprendre à des logiciels la vision comme nous l'avons appris, ou au moins aussi bien que l'avons appris quand on était enfant. Voilà. Alors c'est aussi ce qui fait que sur chaque rangée, les 5 carrés gris sont bien du même gris. Mais selon qu'ils se trouvent sur un fond plus clair ou plus foncé, en fait, on a l'impression qu'ils paraissent plus sombres ou plus foncés. Ça, c'est ce qu'on appelle le contraste simultané. C'est Chevreul qui l'a théorisé au XIXe siècle pour le textile, parce que les gens du textile, de la mode, ne comprenaient pas pourquoi sur la robe et sur le catalogue d'échantillons, les tissus ne paraissaient pas de la même façon. Mais sauf que, en fait, quand l'échantillon était collé sur le papier blanc du catalogue et quand il était sur une personne dans un, je sais pas quoi, un salon doré, le tissu n'avait pas la même apparence. Et ce n'était pas une question d'éclairage, ce n'était pas une question de teinture, c'était bien une question de contraste simultané. Et puis, il y a l'échiquier d'Adelson, là, je pense que vous l'avez tous vu au moins une fois maintenant, hein, qui est une illusion parfaite. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissaient pas? OK. Donc, la case A et la case B sont du même gris. Exactement. Voilà.
Ouais, et parfois même, on arrive à inventer un dégradé pour aller de l'un à l'autre. Alors, ça marche aussi pour les couleurs. Si vous regardez le point noir, eh ben, selon que la rose est sur fond blanc ou sur fond noir, elle vous paraît plus claire ou plus foncée. Alors que c'est bien, c'est un copier-coller, hein, c'est la même. Voilà. Alors ça, ben, pour vous dire qu'on ne découvre pas aujourd'hui avec notre connaissance scientifique ces phénomènes, on apprend à les comprendre aujourd'hui. Mais par contre, on savait qu'ils existaient depuis très longtemps, et les peintres, au moins depuis la Renaissance, s'en sont beaucoup servis, parce que jusqu'à la fin du XIXe siècle, avec la révolution chimique, on n'avait pas de pigments jaunes. Hein, il n'y a pas de pigments jaunes naturels, il n'y a que des pigments de synthèse. Donc sans jaune, comment on donne l'illusion que la robe, là, par exemple, la robe est jaune? Eh bien, on a joué sur le contraste simultané en couleurs, c'est-à-dire que presque simultanément, systématiquement, on a mis du jaune avec du bleu à côté pour créer une opposition chromatique. Et donc, si vous allez dans les musées de temps en temps, je sais qu'en général, ce n'est pas la section Renaissance qu'on préfère, eh bien, ça vaut le coup d'aller faire un petit tour pour, disons, faire ce jeu que je fais depuis quelques années. Enfin, disons que depuis que je le sais, je fais systématiquement dans les musées, d'aller voir si, dans un tableau Renaissance ou XVIIe siècle, on a du jaune sans bleu à côté. Eh bien, j'en ai jamais vu. Donc, c'était quelque chose qui était suffisamment connu pour être systématique dans toutes les peintures de l'époque. Donc, voilà, ça, c'est un tableau qui est au National Gallery à Londres. On a du jaune et du bleu à côté. Là, on a du jaune et du bleu à côté. Alors, ça, c'est peut-être de l'or. Hein. Ici aussi, hein, du jaune, du bleu. Alors, si vous regardez la vraie couleur, ben, en fait, oui, ça fait un peu jaune, c'est de l'ocre. Ouais, ocre, jaune, c'est pas tout à fait pareil. Là, on va comparer. Vous voyez le jaune, vous voyez l'ocre. Pas tout à fait la même chose. Mais, quand on met du bleu à côté, ben, la sensation de jaune est renforcée. Donc, pour vous dire qu'en fait, ces phénomènes perceptuels, ils sont connus depuis des siècles. Puisque finalement, les artistes, alors artistes, entendons-nous, hein, à cette époque-là, un artiste, c'est comme un chef d'entreprise aujourd'hui. C'est celui qui faisait, comme le designer. Mais il avait tout un atelier pour broyer les pigments, il y avait toute la logistique pour aller chercher les lapis-lazuli, soit dans le monde asiatique ou soit les pierres bleues dont j'ai oublié le nom en Égypte, qui donnaient le bleu d'Égypte. Tout ça, c'était quand même de la grosse industrie hein, pour appliquer les couleurs. Il fallait aussi ceux qui cuisaient l'huile de lin, etc. Donc, ces chefs d'atelier, artistes, ils avaient des connaissances qui sont à la hauteur d'un chef d'entreprise a des connaissances scientifiques de son temps. Voilà. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. On est à la fois ébloui de ce qu'on savait il y a 600 ans, mais les capacités intellectuelles et l'aptitude à manier les connaissances de son temps, elles sont, il n'y a pas de raison qu'elles soient moins bonnes il y a 600 ans que maintenant. Voilà. Alors après, juste pour mentionner un peintre qui a beaucoup utilisé le contraste simultané, alors l'opposition jaune-bleu et l'opposition vert-rouge pour renforcer l'éclat des couleurs. Voilà. Alors un petit quiz. Quand on parle de perception, il y a des personnes qui ont catalogué 5 attributs visuels principaux. Alors là, vous avez 4 images pour vous aider à les trouver. Donc, attribut visuel, on a parlé de la couleur. Celui-là, je l'ai déjà dit. La perspective. Il ne fait pas partie des principaux, mais il est associé à un autre. Plus simple. Là, c'est complexe, la perspective. Il faut, par exemple, si on fait un aplat, on n'a que de la couleur. On n'a pas de perspective. Après, on peut faire un
gribouillis et dire qu'il y a de la perspective dedans. Mais qu'est-ce qui nous manque pour comprendre qu'il y a de la perspective dedans? Oui, du relief, oui. La profondeur. Tout ça la compréhension du relief, il nous faut des ombres ou du flou dans une image. Ça aussi, c'est encore de l'interprétation qui est plus complexe que ces attributs de base. Alors la transparence, ça oui, on le voit à travers le verre. L'objet là, c'est un verre de vin. Alors pourquoi vin? Parce que c'est rouge, donc ça c'est la couleur qui nous indique. Mais aussi, pourquoi c'est pas du lait fraise? Parce que c'est transparent. Donc c'est l'analyse. Et d'ailleurs, pourquoi c'est un verre et pas une bouteille? J'ai dit que c'était un verre de vin. Pourquoi c'est pas un pichet de vin? Qu'est-ce qui nous l'indique? La forme. Premier attribut visuel, la forme. Et ce qui fait que, voilà, c'est ça que je voulais dire, enfin que je ne voulais pas dire, la perspective, c'est d'abord une analyse des formes. On comprend les formes. Et l'analyse nous aide à percevoir les formes. Ou alors c'est parce que c'est la perspective avec des bâtiments, c'est très facile. Parce qu'on sait à quoi ressemble un bâtiment, on perçoit que c'est sans doute un bâtiment, et on a des perspectives comme ça. Et c'est déjà... là, on a un pot à crayon, on a une bande. Quel matériau, d'après vous? Quelqu'un? Non, bon, on a le droit de se tromper. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un papier métallisé, c'est un marque de l'aluminium. Oui, c'est métallique. Hein, qu'est-ce qui fait qu'on a ce sentiment que c'est métallique? La brillance, exactement. Alors, le terme officiel, c'est le brillant. Mais tout le monde dit la brillance. En effet, et d'ailleurs, le reflet sur le verre, donc le brillant du verre, nous a aussi indiqué sa forme. C'est grâce à ça qu'on a vu sa forme. OK, couleur, forme, brillant, transparence. Et en dessous, on a quoi? En dessous de cette bande métallisée? Ça ressemble à quoi? Du papier, j'ai entendu. Ah, et comment on a perçu que c'était du papier? Le grain, et ce qu'on appelle la texture visuelle. Voilà, 5 attributs principaux. La couleur, à partir du spectre et de tous les formalismes mathématiques de la CIE, Commission internationale d'éclairage, on sait à peu près faire le lien entre les deux de manière absolue. S'il n'y a pas trop de contrastes simultanés, on va dire qu'on sait mesurer les couleurs. Le brillant, il y a un énorme projet européen qui est en cours pour essayer d'avancer sur les questions de mesure et de perception du brillant. Le reste, ça reste encore très compliqué, ce n'est pas normalisé. Donc quand un industriel dit « j'aimerais bien mesurer la texture de la peau », eh bien on bricole. Alors, bon, ben, le temps passe très vite. Je vais balayer rapidement ce que je voulais vous montrer sur les œuvres d'art avec la lumière comme outil d'analyse. C'est intéressant parce qu'en fait, l'idée d'utiliser la lumière pour analyser un objet sans y toucher, c'est extrêmement important pour les œuvres d'art, surtout des objets précieux comme la Joconde où il est hors de question d'en prélever 1 cm² pour voir comment c'est fait. Or, les œuvres, elles jaunissent et parfois on aimerait décaper le vernis, mais en fait elles ont été vernies N fois à N époques avec N produits différents. Donc comment peut-on détecter les différents vernis qui ont été appliqués et quelle épaisseur pour pouvoir mettre les solvants qu'il faut et ne pas attaquer la couche picturale? Alors ça, c'est un truc qui fait arracher toutes les perruques des restaurateurs au Louvre. Et à chaque fois que je passe au Louvre, à chaque fois ils en parlent. C'est le problème. Alors, on peut espérer, grâce aux propriétés de la lumière, disons, avoir des réponses.
Mais pour l'instant, on n'a pas encore de réponse suffisamment fiable pour mettre du produit sur les tableaux et être sûr qu'on ne va pas attaquer la couche pigmentaire. Donc ça reste encore un sujet d'actualité. Il y a un ancien de l'école qui a fait sa thèse sur les fernis. Alors, parmi les techniques pour observer les œuvres d'art, il y a l'imagerie multispectrale. Vous en avez entendu parler? Non. Alors ça, vous allez en entendre parler aussi parce que c'est dans l'air. C'est un appareil photo, mais au lieu d'avoir 3 filtres rouge, vert, bleu pour faire de l'imagerie RGB conventionnelle, on met des filtres qui correspondent à des planches, à des bandes spectrales beaucoup plus minces. Donc par exemple, 400 nanomètres, 410 nanomètres, 420 nanomètres, etc. Donc c'est en fait un appareil photo avec plein de filtres qui nous permet d'avoir autant d'images qu'on a de bandes spectrales. Alors ici, je ne sais plus combien avait été utilisé, je pense qu'il y en avait une 50aine. Et ce qui fait qu'une fois qu'on a reconstitué notre image, en chaque pixel, au lieu d'avoir 3 valeurs rouge, vert, bleu, qui vont servir à piloter les 3 pixels rouge, vert, bleu de l'écran, eh ben, on a carrément un spectre. Et ça, c'est intéressant parce que ça donne beaucoup plus d'informations sur la matière que l'appareil photo. Notamment, 2 pigments rouges, par leur signature spectrale, on peut les distinguer. Alors, c'est ce qui a permis, grâce à une image multispectrale de la Joconde, donc un spectre en chaque pixel, ça a permis à un chercheur de retrouver le mélange de pigments en chaque point. Donc de remonter aux pigments. Et puis une fois qu'on connaît les pigments, on a les bases de données spectrales des pigments sans vernis, et donc c'est très facile de simuler, enfin très facile, c'est possible de simuler ce que serait la Joconde s'il n'y avait pas de vernis, et notamment ce fameux vernis qui est jauni. Donc voilà, on découvre que Mona Lisa, si on regarde que les pigments, elle a un teint rose, le ciel est bleu, alors que là maintenant, elle est toute verte. Ce qui est encore plus étonnant, si on regarde le spectre d'une peau, alors dite caucasienne, hein, c'est dans une thèse qui a eu lieu au Louvre, ça c'est le spectre mesuré sur la main de la doctorante. On voit que ça réfléchit plus la lumière rouge que la lumière bleue. Et puis on a cette espèce de petite forme en W au milieu, là, dans les verts. C'est 2 petits creux qui sont liés à l'absorption de la lumière par l'hémoglobine. Alors, il se trouve que là, à Saint-Thé, dans un projet d'étudiants, on est en train de monter un banc de mesure sans contact de la peau pour un service de dermato. Et on a une mesure de spectre en temps réel. Et il suffit de presser là, quand on presse son doigt, on chasse le sang. Donc on n'a plus d'hémoglobine et on a une tache blanche. Et peu à peu, ça se revascularise, enfin le sang réapparaît et ça redevient la couleur normale. Et bien, sur le spectre, on voit ce petit W qui disparaît. Ça redevient, disons, presque en ligne droite, en courbe comme ça. Et puis avec le temps, hop, l'hémoglobine revient et on a le W qui réapparaît. Bon, ça, c'était juste une petite parenthèse. Alors, si on regarde les mélanges de pigments qui ont été faits par Léonard de Vinci. Alors, il n'a pas reproduit le W, mais on a quand même ce petit creux d'absorption. Quelques dizaines d'années avant, si on regarde les spectres, alors je ne les ai pas affichés, c'est dommage, c'est plat. Donc, c'est un gris un peu rouge. C'est pour ça d'ailleurs que dans la peinture du Moyen-Âge, on a l'impression que tous les personnages, c'est des cadavres. Alors ça a même un nom, la couleur de la peau dans les peintures s'appelle les carnations. Le concept était tellement important que ce concept porte un nom. Être capable de produire de façon satisfaisante la couleur de la peau. Et donc on voit que au XVIe siècle, fin XVIe, début XVIIe siècle, on savait reproduire spectralement la couleur de la peau. Alors maintenant, il y a des artistes aujourd'hui, grâce à des peintures tout à fait spéciales, qui arrivent à le reproduire nettement mieux que ça. Mais enfin, pour quelqu'un, à une époque où on est avant la découverte
du spectre, hein, la décomposition spectrale de la lumière par Newton, c'est après. Donc, on ne savait pas ce qu'était un spectre, mais on était déjà capable de faire des mélanges, choisir les pigments et faire des mélanges de pigments qui reproduisent spectralement un objet, et pas seulement la couleur. Alors, on aura l'occasion de s'en étonner à d'autres reprises, je vous le promets. Alors, de l'imagerie infrarouge, ça, pour les bilans thermiques, aujourd'hui, c'est de plus en plus utilisé, mais c'est aussi utilisé pour voir notamment dans les zones noires des tableaux. Avec l'infrarouge, on arrive à voir tout un tas de choses. On peut utiliser la fluorescence et notamment faire de l'expertise sur les vernis. Alors là, c'est encore un ancien de l'école qui a fait un stage au labo de recherche des monuments historiques. Et il a eu l'occasion de participer à la restauration d'une chapelle où il y avait des fresques qui étaient très abîmées et donc qui étaient en cours de restauration. Donc là-haut, on a une image de ces fresques peintes. Et on l'avait, il avait fait encore un projet sur le calibrage d'un appareil photo pour ensuite faire son stage dans ce labo avec l'idée d'éclairer les peintures en UV et de voir si, avec différents éclairages UV et un appareil photo, juste avec ça, on était capable de distinguer différents vernis. Et la réponse a été oui. Il a pu distinguer jusqu'à une dizaine de vernis, alors la colle de peau de lapin, le je ne sais plus quoi d'arête de poisson, tous les types de vernis qu'on était capable de produire à la Renaissance. Donc là, ici, sur cette zone, il a pu mettre en évidence, par exemple, que la partie qui est en jaune est en fait une partie qui a été restaurée au XIXe siècle. Donc c'est un type de vernis qui est apparu au XIXe siècle. Donc quelque chose qu'on ne voyait absolument pas à l'œil nu, mais rien qu'avec un appareil photo et des lampes UV, il a pu voir des zones qui avaient déjà été restaurées. Alors là, cet instrument, c'est un LIPS. Donc là, c'est en fait une radiation qui va frapper la matière, qui va créer un nuage électronique, et ensuite, l'absorption de la lumière par ce nuage électronique donne une signature très précise de la composition moléculaire. Donc on va dire que c'est une analyse moléculaire, mais au lieu de prélever un échantillon et de faire une analyse chimique, là c'est une analyse optique. Et ça permet de faire des mesures in situ sans contact. Et cet appareil, le prototype a été monté par un ancien de l'école, ici, et la version packagée a été aussi créée par un ancien de l'école. Donc maintenant c'est utilisé systématiquement sur tous les chantiers archéologiques et les lieux de restauration. Et puis sans parler de l'éclairage, parce que réussir à exposer des œuvres sans qu'on ait des reflets qui nous empêchent de voir la peinture, ça c'est déjà un problème. Et ensuite, réussir à apporter la lumière du jour dans un musée, ou quand il fait noir, de la simuler, ben c'est quelque chose qui n'est pas simple et qui demande beaucoup d'attention. Et si on éclaire par exemple une peinture avec de l'halogène, les couleurs peuvent changer très fortement par rapport à la lumière du jour. Et donc là, on a le spécialiste qui a éclairé la Joconde dans sa nouvelle installation, donc Marc Fontoinon qui est à Lyon. Voilà, le temps va être court, mais j'en viens à l'impression numérique. Là, pour dire aussi que c'est quelque chose qui semble très très appliqué, l'impression, des imprimés, on en voit tous les jours et partout. L'impression numérique, c'est celle qui fait opposition à, enfin, c'est par opposition à l'impression traditionnelle où il fallait graver des plaques, en gros, qu'on ancrait et qu'on applique sur le papier. Alors il y a plein de technologies pour faire ça, mais c'est celle où on a besoin d'un support. À l'opposé de ça, une imprimante jet d'encre, on n'a pas besoin d'un support. C'est directement les buses avec les cartouches qui envoient de l'encre directement sur le papier. On n'a pas besoin d'un support intermédiaire. La gravure, bien sûr, on a une plaque de métal ou de bois qu'on a gravée. Ça, c'est un support intermédiaire. Alors, l'impression numérique a fait des bonds en avant, à la fois en termes de technologie, puisque maintenant, on a des technologies qui permettent de
gravée en 3D. Alors je vais tout de suite vous montrer une petite vidéo, c'est celle-ci. Et alors, elle ne va pas vouloir se lancer. Ah, c'est que ça mouline. Eh ben, on va attendre que c'est terminé de mouliner. Eh ben, ça a mouliné. Ça a même planté. Voilà. Alors là, c'est un procédé d'impression jet d'encre où on peut passer des couches extrêmement fines, quelques dizaines de microns, et on empile, on empile, on empile, on empile jusqu'à créer jusqu'à 1 voire 2 cm. Donc vous voyez là cette imprimante qui passe plein de fois, hein, donc là c'est vidéo en accéléré, et on peut reproduire des œuvres d'art dans leur relief. Donc on va voir après une photo du... Voilà, vous voyez les traces de peinture. Donc en fait il y a un procédé de scan 3D de la peinture, puis un driver qui est capable de réimprimer en, alors on dit 2D et demi, parce que 3D c'est quand on va faire un vase. Et là, ça reste quand même une surface, donc c'est l'impression 2D et demi ou l'impression en relief. Alors ça, par rapport à l'impression classique, déjà, la gestion des couleurs en impression classique, c'est un truc qui n'est pas complètement simple. Alors, juste une parenthèse, là c'est graphique, c'était pour dire que vous voyez la progression de l'impression numérique, c'est la courbe jaune. Alors que l'impression classique, là, vous voyez qu'elle stagne et puis on prévoit qu'elle plonge. Donc, avant, les journaux, on les faisait avec les procédés classiques, ultra rapides. Là, même maintenant, des cartes de crédit, on préfère utiliser 2000 imprimantes jet d'encre en parallèle qu'une presse traditionnelle. Ça permet de faire autant de cartes à la minute, mais on peut avoir des fonctionnalités nettement plus intéressantes. Et vous voyez que le domaine de l'impression numérique, une progression de 8% par an, ce qui en fait le secteur le plus dynamique de toutes les technologies numériques confondues. Donc c'est un marché absolument colossal dans le monde et avec une bonne progression. Alors les questions qui ne sont pas résolues, c'est comment gérer fidèlement les couleurs. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on imprime des milliers de couleurs pour les imprimer. On les mesure toutes avec un spectrophotomètre et on rentre ça dans des logiciels qui calculent les couleurs, alors les couleurs qu'on voit sur le papier, les couleurs sur l'écran, etc. Ça, on va dire, c'est les profils ICC ou les profils de gestion des couleurs que vous avez sur vos ordinateurs. Le problème de ça, c'est que maintenant, on veut faire les marques. La marque Visa, par exemple, elle ne veut plus que son logo apparaisse orange et bleu. Mais ce orange et ce bleu, il faut que ce soit les mêmes spectres. Donc là, on rentre dans l'ère de la reproduction spectrale. Alors là, les algorithmes, ils ne savent pas faire du tout. Et puis, si juste je veux changer de papier, vous l'avez tous fait sur vos imprimantes, on change de papier, on n'a pas les mêmes couleurs. Donc il faut réimprimer les milliers de couleurs, tous les mesurer avec le spectrophotomètre, refaire mouliner l'algorithme. C'est ingérable. Alors ça marche tant qu'on est dans les couleurs classiques. Si on fait de la reproduction spectrale, déjà ça ne marche plus. Mais quoi qu'il en soit, c'est très long. Alors qu'avec des modèles optiques, déjà avec ces 44 couleurs, on arrive à prévoir toutes les autres de façon assez précise. L'impression classique. Et ce sont des modèles spectraux. En fait, on décrit la propagation de la lumière dans les encres, dans le papier, et avec très peu de mesures, qui servent juste à calculer les paramètres du modèle, on peut prévoir toutes les autres. Donc déjà, avec peu de mesures, on peut simuler tous les spectres qui sont nécessaires au logiciel. Et puis après, on a des méthodes spectrales, donc adresser la reproduction spectrale, c'est possible. Alors, dans l'impression en relief et l'impression 3D, il n'y a plus seulement la couleur qui nous intéresse, mais à partir du moment où on est capable de faire des microbosses
Ou il y a aussi des vernis hein, comme encre. Il y a des vernis, des encres blanches, opaques. On peut créer de la transparence. On peut faire des surfaces avec des textures particulières qui vont générer des brillants particuliers ou alors des scintillements. Donc en fait, on est capable de créer pas seulement des couleurs, mais tout un tas d'attributs visuels. Alors déjà qu'on ne sait pas les définir, on ne sait pas bien les mesurer, on sait les produire. Voilà. Et à partir de ça, il y a un intérêt pour avoir des drivers qui font non seulement de la gestion de la couleur, mais de la gestion de l'apparence. Alors il y a une petite communauté dans le monde là, qui s'est regroupée pour s'attaquer à ces questions-là. Alors, un autre enjeu concernant l'impression numérique, je vous parlais des cartes de crédit, c'est de lutter contre la contrefaçon. Alors, je vais vous montrer quelques exemples et je terminerai là-dessus. Ça, c'est des collègues allemands qui ont utilisé des encres spéciales. En fait, dans toutes les parties les plus claires du ballon, c'est des mélanges d'encres différents qui font que sous une lumière du jour, ils paraissent tous du même brun, mais sous une lumière halogène, ils paraissent tantôt rougeâtres, tantôt verdâtres. C'est parce que c'est pas la même, donc c'est pas les mêmes encres, donc elles ne réagissent pas de la même façon à la couleur de l'éclairage ou au spectre de l'éclairage. Hein, c'est ce qu'on appelle les effets de métamérie. Et donc ça fait partie des effets visuels qui sont difficiles à reproduire parce qu'il faut avoir exactement les mêmes composants, disons les mêmes encres, dans les mêmes proportions et tout ça. Donc c'est difficile à reproduire, en tout cas avec nos imprimantes personnelles, mais c'est très facile à faire. Alors un autre exemple là qu'on a développé au labo, c'est de prévoir comment la lumière se colore lorsqu'elle traverse des films imprimés. Donc les 44 couleurs que je vous ai montrées, on les imprime sur un film en mesure. À partir de ça, on a un modèle qui est capable de prévoir les couleurs qu'on obtient quand on enfile des films colorés. Donc là, vous avez deux films. Alors c'était format A4, hein, donc un film avec des rectangles colorés, un autre film, et quand on les superpose, ça donne partout la même couleur. En fait, on a choisi des couleurs ici, on a calculé la couleur qu'il faut mettre sur le deuxième film pour obtenir cette couleur cible. Et ça marche avec 2 films, ça marche avec 3 films, et ça marche avec 4 films. C'était des couleurs différentes qui avaient été choisies. Mais vous voyez que tous les rectangles deviennent tous de la même couleur à la fin. Mais même aller plus loin, c'est qu'on a fait de la cryptographie avec ça. Alors, la cryptographie, vous savez, c'est qu'on passe par 2 canaux et on envoie des messages complètement aléatoires. Et c'est que lorsque le récepteur combine les 2 messages que là, le contenu de l'information apparaît. Mais là, c'est la même chose. Vous avez 2 films qui sont bicolores, mais c'est complètement aléatoire. C'est des petits carrés qui sont complètement aléatoires. Et quand on superpose les 2 films, alors le contraste n'est pas très bon, là, on voit apparaître des mots CM, donc Color Matching Visual Cryptography, CMVC. Et la couleur des mots est uniforme et elle est secrète. Donc non seulement on a un schéma de cryptographie, mais c'est un schéma de cryptographie protégé par la couleur. On aura l'occasion d'en reparler si ça vous intéresse. Un autre exemple où, alors, j'aurais pu, ah oui, je sais, je comprends, c'est que je ne suis pas en mode plein écran. Voilà. De l'impression recto verso, alors c'est pâle. Hein. Ça, c'est un projet d'étudiant de 3e année. Donc la conception, la réalisation complète de ces échantillons. Est-ce que vous voyez quelque chose écrit? CPGE. Alors c'est bon, c'est les étudiants de l'école qui... Donc CPGE, ça s'est imprimé sur le recto. Ils ont calculé des couleurs à mettre sur le verso. Donc CPGE à l'envers. De façon à ce que les couleurs se compensent parfaitement et ça fasse apparaître un rectangle donc monochrome. Et en plus, donc voilà, là on voit éclairage par l'arrière, donc on voit à travers l'imprimé. Et le CPGE a disparu, et alors encore c'est très très pâle. Voilà, IOGS. Je vous montrerai en janvier l'échantillon réel, ça se voit beaucoup mieux. Vidéoprojecteur. Voilà. Donc on passe d'un mot
qu'on voit en réflexion à un autre mot qu'on voit en transmission. Alors cet échantillon, c'est sur le même principe. On va passer de espèces de petits hexagones à des triangles et de cercles concentriques à quelque chose en étoile. Alors, je vais vous montrer l'effet directement en vidéo. Voilà. Alors en fait, l'imprimé, jet d'encre, quand on regarde de près, avec un microscope, c'est fait comme ça. Hein. C'est des taches de petits points, comme ça. La lumière se propage d'un point à l'autre, elle est diffusée. Donc, en éclairant par l'avant, on va voir ça. En éclairant par l'arrière, on va voir ça. Et là, on a l'imprimé qui est à côté d'une table lumineuse. Donc là, il est éclairé par l'avant, un peu de biais. Donc on voit bien nos cercles concentriques. Voilà ce qui est calculé de l'autre côté. Enfin, l'image imprimée de l'autre côté qui a été calculée. Et quand on va passer l'échantillon devant la table lumineuse, vous voyez que là, on fait apparaître les triangles et l'étoile, alors que les cercles concentriques ont disparu. Donc c'est vraiment, on passe d'une image A à une image B différente, selon le côté qu'on éclaire. Et c'est fait avec une imprimante jet d'encre classique. Donc là, il n'y a pas besoin de choses tout à fait spéciales, contrairement à tout un tas d'autres technologies. Alors là, on peut s'amuser à volonté si on utilise des encres spéciales. Ça, c'est donc des collègues suisses qui impriment avec de l'encre sur magenta jaune classique, plus une encre métallique. Mais en fait, ils s'arrangent pour que sous un angle de vue donné, on calcule précisément les quantités d'encre sur magenta jaune métal pour que ça fasse la même couleur que ce qu'il y a à côté sans métal. Donc sous un angle donné, on ne voit pas la différence. C'est comme s'il n'y avait pas d'encre métallique. Et puis quand on tourne, eh ben là, l'encre métallique se met à réfléchir. Ce qui fait qu'en fait, ça c'est bien le même imprimé, mais vu sous deux angles de vue différents. Alors, ça fait des effets un peu spectaculaires, puis je vous montrerai ce qu'ils font avec les encres fluorescentes. Alors là, on a un exemple, hein, quand on ne voit rien, parce que c'est des encres invisibles. Quand on met une lampe UV, ça fait apparaître une image en couleur. Vous en verrez en janvier, c'est assez spectaculaire. Voilà. Alors un mot sur les tout derniers procédés laser, parce que là il se trouve qu'on termine une thèse et que Gemalto, vous connaissez les leaders de la transaction, disons de la sécurité sur Internet, et notamment grands producteurs de cartes bancaires, ils ont développé le procédé de marquage laser couleur. En fait, c'est une encre noire qu'on décolore avec des lasers. Donc là, vous voyez un échantillon qui a été réalisé avec ça. Et on a travaillé sur la gestion des couleurs avec ce procédé qui est complètement innovant. Et ça, des procédés innovants par marquage laser, on va en voir apparaître régulièrement. Et je ne serais pas complètement surpris qu'il y en ait un parmi vous qui travaille là-dessus un jour. Ils viennent d'ailleurs, Gemalto est en train de renforcer son recrutement d'opticiens pour optimiser les lasers et comprendre l'apparition de ces couleurs. Autre procédé qui est développé au laboratoire, c'est les lustres métalliques. Alors là, c'est un échantillon, c'est notre premier, c'est un échantillon qui fait 1 cm². Donc là, il est vraiment très très grandi. Alors les lustres métalliques, vous avez entendu parler des lustres métalliques ? Autre truc très ancien, c'est le même principe qui fait qu'un verre incolore dans lequel on a mis de l'or, si on le remet au four, il va devenir rouge, puis encore plus rouge. Alors ça, c'est réchauffé à 540 degrés, 560, 580, 605. Est-ce que vous savez ce qui colore après coup le verre? C'est l'apparition de nanoparticules. En fait, la silice va se ramollir. Du coup, les ions, alors c'est des métaux nobles, c'est de l'or ou de l'argent, vont migrer, s'agglomérer et former des nanoparticules métalliques qui vont générer un phénomène optique qu'on appelle la résonance placement de surface. Vous en avez peut-être parlé, notamment ceux d'entre vous qui feront des nanosciences. Résonance placement de surface. Ça absorbe la lumière dans des bandes spécifiques et ça donne des couleurs très marquées, prononcées. Et le baccarat avec ce rouge-rose là, si joli tout à l'heure, c'est ce principe-là. Et en fait, nous, ce qu'on fait au laboratoire,
c'est au lieu de recuire avec un four, on recuit avec un laser. Et en plus, on peut ajouter des effets de polarisation, etc. Ce qui fait que ce même échantillon, selon qu'on l'éclaire par l'avant et qu'on est dans le reflet, ou qu'on est hors reflet éclairé par l'avant, ou bien qu'on l'éclaire par l'arrière, ça fait des couleurs qui n'ont rien à voir. Et puis si on tourne l'échantillon, mais si on tourne l'échantillon, on a encore d'autres couleurs. Un peu comme la coupe de Lycurgue, à British Museum. Si on l'éclaire de l'extérieur, elle est verte. Si on l'éclaire de l'intérieur, elle est rouge. Et bien là, pareil, si on l'éclaire d'un côté comme ça, on va avoir une couleur, et puis si on l'éclaire de l'autre côté, quand on tourne, on va avoir d'autres couleurs. Alors là, on est en train de s'arracher les cheveux pour mesurer ces couleurs, parce qu'elles changent avec l'angle, et aussi pour les quantifier et faire de la gestion de couleurs. Bien, je vais terminer sur une image qui m'avait paru assez jolie. Et là aussi, pour ceux d'entre vous qui avaient la fibre artistique et entrepreneuriale, lâchez-vous, quoi. Vous avez vu ce qu'a fait cette créatrice, une robe en fibre optique. Alors après, je pense que c'est à vous d'inventer le système de batterie qui fait qu'on peut quand même aller danser sans avoir à être connecté à une prise. Mais là, il y a clairement des trucs à faire, quoi. Des trucs où vous pouvez avoir énormément de succès. Donc de l'inventivité, quelque chose de pratique, et puis une bonne connaissance de ce qui fait un beau rendu. Voilà. Je termine là-dessus. Je suis un peu en retard. Je vous remercie infiniment de votre attention.